Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette émission et comme à chaque fois, je ne serai pas toute seule en bonne compagnie cet après-midi et j'aurai le plaisir de recevoir deux dames pour parler de tourisme local plus précisément avec Ilham Bouadjimi et Madame Naïma Hadjam qui sera là dans un tout petit moment et qui est directrice à l'Office national du tourisme. J'aurai également le plaisir de recevoir un artiste peintre, Monsieur Ahmed Serradouni. Et puis, comme chaque mercredi, Mina Abed sera de retour dans un tout petit moment et dans sa rubrique Nostalgie. Cet après-midi, elle a décidé de nous parler, elle a choisi de nous parler d'un artiste palestinien. Il s'agit de Slimane Mansour, artiste peintre palestinien. Nous avons hâte de découvrir tout ce qu'elle aura à nous dire et aussi les belles choses, les belles créations de cet artiste. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de retrouver mes invités, je vous laisse avec le trio Djoubran et on revient juste après. À tout de suite.
De la maîtrise et du talent, c'est sûrement ce qui caractérise ces trois frères, le trio Djoubran. Et sans plus tarder, il est temps pour moi de présenter mes invités, honneur aux dames, des invités tout d'abord. Et je vais commencer par Ilham Bouhadjimi. Comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Première télé? Oui, première télé pour moi. C'est par vous que j'ai commencé, comme ça vous êtes directement, je vous mets directement dans le bain. Vous n'aurez pas le temps de penser, dire comment je vais faire. Ça va? Ça va, très bien. Avec vous aujourd'hui, on va parler de tourisme local, tourisme saharien. Surtout que c'est la période. Vous vous êtes lancé dans ça il n'y a pas longtemps. Exactement. Vous allez plutôt partager tout ça avec nous et avec les téléspectateurs, mais aussi avec celle qui est à côté de vous. Et c'est Naïma Hadjam. Comment ça va? Ça va, très bien. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, vous êtes une habituée de la télévision. Oui. Voilà. Donc, vous êtes directrice à l'Office national du tourisme. Et pareil avec vous, aujourd'hui, on va parler de tourisme, du tourisme saharien et de toutes ces belles choses que justement vous proposez. Bien sûr. Mina est de retour. Ahlan wa sahlan. Wa marhaba. Ça va? Ça va, toujours contente d'être là. Oui, ben on a hâte. En tout cas, moi aussi. Elle m'a dit, j'ai envie que ça se termine. À chaque fois, je me dis, j'ai envie d'être mercredi pour que Mina soit avec nous cet après-midi. Donc, toujours dans la rubrique Nostalgie. Exactement. Aujourd'hui, vous avez choisi un artiste peintre, de mettre en avant un artiste peintre palestinien. Tout à fait. En tout cas, on a hâte de découvrir tout ça avec les invités aussi. Et je vais finir par Monsieur Ahmed Seradouni. Comment ça va? Ça va. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de toute l'équipe de l'émission. Pour moi. Voilà. Une première pour vous également? Non, pas du tout. Non, je suis déjà passé à la télévision. Très bien. Donc, artiste peintre. Oui. Donc, aujourd'hui, on va plonger un petit peu dans les choses qui vous inspirent, j'ai envie de dire, et vous allez partager tout ça avec nous. Le tourisme aussi vous intéresse, je suppose. Hein, voilà. Ce sont deux domaines complémentaires. C'est ça. Eh bien, aujourd'hui, on va beaucoup parler de tourisme avec nos invités, puisqu'on a tenu à justement mettre en avant toutes les potentialités de notre beau pays, toutes les richesses de notre beau pays. Et c'est un créneau, j'ai envie de dire, dans lequel vous vous êtes lancé il y a quelques années, n'est-ce pas Ilham? Oui, en fait, moi de mon parcours, je n'étais pas prédestinée au tourisme. Oui. À la base, j'ai fait comptabilité et management de projet. Et par passion, une réorientation professionnelle où je me suis lancée dans ma passion. Oui. Où j'ai travaillé dans une agence de voyage qui m'a permis de découvrir mon pays, la richesse et la culture de ce grand pays, qui est très varié aussi. Oui, et c'est comme ça que j'ai décidé avec des amis qui m'ont poussé, qui m'ont dit vas-y, lance-toi. Et voilà, ça a commencé, l'aventure elle a commencé en 2017. L'objectif, c'est de faire vivre un voyage ou un séjour 100% algérien, que ce soit pour des Algériens ou des étrangers, et dans différentes régions de l'Algérie, que ce soit en Kabylie, Sahara chez les Touaregs, ou là à l'ouest. C'est un pays très riche. Voilà. D'accord. Donc, vous disiez que vous avez déjà travaillé dans une agence de voyage. Est-ce que ça vous a permis justement d'être formé, on va dire? Parce que quand même, il faut avoir un savoir-faire, il faut connaître beaucoup de choses pour se lancer dans ce domaine, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il faut une maîtrise, bien sûr, puisqu'elle a commencé par c'était une passion. Donc, l'agence de voyage lui a permis d'avoir un petit peu de l'expérience et connaître les ficelles de. C'est ça. On ne peut pas s'improviser agent touristique, j'ai envie de dire. Bien sûr, on a la responsabilité déjà de nos clients et tout, donc il faut être connaisseur pour mener à bien à terme la mission de l'agence de voyage, bien sûr. C'est ça. Donc, Ilham, vous vous êtes lancé. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Par quoi on va commencer? Vous proposez plein de belles choses, je le sais. Par quoi on va commencer? Bon, ce qui vous caractérise, j'ai envie de dire, ce qui caractérise votre agence, c'est des voyages à thème déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas par destination. Vous me disiez que ce n'était pas par destination, mais par thème. Déjà là, ça change un petit peu. Exactement. En fait, moi, je propose des séjours et des circuits par thématique, que ce soit des circuits histoire et mémoire,
Et donc, ça va nous permettre d'aller découvrir l'histoire de cette région, que ce soit de la Casbah, de Tipaza par rapport aux ruines romaines, ou là au sud, chez les Touaregs, les Imoha. Donc, ça, par rapport à ça. Il y a aussi des circuits 100% culturels. On va aller chez les artisans, chez les peintres, faire des ateliers, parce que vous faites partie de la chaîne de valeur dans le tourisme. On fait valoir Bien ça. sûr, oui. Ou bien que ce soit aventure. Aventure, et l'aventure c'est en 4x4, des sorties en 4x4. Et sport et plein air, c'est tout ce qui est vélo, parce que moi j'adore le vélo. Et j'essaye de transmettre cette passion à des gens aussi. Donc que ce soit des randonnées, que ce soit des sorties en vélo. Donc c'est des séjours, c'est des sorties en plein air. Voilà. D'accord, très bien. Ça. Et aujourd'hui, quand on parle de ces sorties, quel est le profil des personnes justement qui demandent ce genre de sortie? Alors tout dépend. Tout dépend. On a des Algériens. On a remarqué ça après le Covid. Beaucoup d'Algériens. Tout à fait. Qui reviennent à leurs sources. C'était le déclic. Hein, voilà, j'ai envie de dire. C'est le retour aux sources. Ça. Donc on a beaucoup ça qui veulent que ce soit repartir dans leur région, de leur famille, des villages, ou découvrir ça, ou bien des Algériens qui sont installés à l'étranger. Oui, notre communauté établie à l'étranger aussi, oui, qui demande beaucoup, qui veut beaucoup découvrir toutes les richesses de l'Algérie. On n'est pas rentré le lien avec le pays. Exactement. Et on a des étrangers qui commencent à s'intéresser, beaucoup d'étrangers qui s'intéressent à l'Algérie et qui viennent beaucoup plus pour l'extrême sud, mais aussi d'autres régions. Il y a de la demande aussi pour d'autres régions. C'est ça. Voilà. Et il faut dire aussi qu'il y a pas mal de facilités aujourd'hui pour aller donc dans le sud. Alors, les moyens de transport avec Air Algérie, il y a des avions et aussi la facilité de visa. Donc, ça facilite pour les étrangers de venir découvrir le pays. Donc, il y a ça. Et les moyens de transport, c'est desservi. Voilà, c'est bien desservi. Voilà, et justement, Naïma, donc, Ilham parlait de toutes les destinations, des différentes destinations, en fait, pas que du Sud, mais là, on est en plein période, justement, c'est la meilleure période pour le tourisme saharien, n'est-ce pas? Oui, oui. Et vous, aujourd'hui, puisque vous êtes directrice à l'ONAT, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ces belles destinations, hein? Oui, donc l'ONT, qui est l'organe tutelle du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, qui est en charge de la promotion de la destination algérienne, que ce soit au niveau plan national et international. Donc bien sûr, maintenant, nous, on est à la saison saharienne qui a débuté à partir du 1er octobre. Donc, il y a tout un travail qui est mis pour la mise en valeur du tourisme saharien. Donc, il y a la compagnie Air Algérie qui a ouvert plusieurs lignes, Janet Paris. Prochainement, il y aura Taman Rasset aussi Paris. Donc, les vols directs. Les vols directs, donc ça facilite avec les autorités publiques qui ont mis en place le visa de régule qui permet aux touristes étrangers d'avoir un visa à l'arrivée. Aussi, cela a permis une ouverture et une facilité pour les touristes étrangers parce qu'il faut dire que notre visa, il était un petit peu le plus difficile à avoir. Maintenant, on a vraiment... On a enlevé vraiment un frein qui était un frein considérable vers ces belles destinations du Sud. Oui, bien sûr, parce que mais là, ça a permis un petit peu une ouverture, comme a dit Ilham tout à l'heure. C'est vrai que la période du Covid a permis une ouverture et a donné un nouveau souffle au secteur du tourisme. Donc, puisque les vols étaient fermés, on ne pouvait plus aller autre part. Donc, les Algériens, nos nationaux, ils ont commencé à visiter et à connaître nos régions. Il y a eu le lancement de plusieurs agences déjà dans cette période avec de nouveaux circuits, de nouveaux concepts pour être en diapason avec ce qui se passe dans le monde et ce qui a donné une autre dynamique pour les secteurs et nous, comme l'Office, on est là pour les accompagner, que ce soit pour les salons à l'étranger, dans les différents événements. Dans le dernier salon du tourisme et de l'artisanat, on a fait appel à toutes les agences pour qu'ils viennent présenter leurs offres, pour se faire connaître, pour un échange entre les opérateurs
opérateurs, les anciens opérateurs et les nouveaux opérateurs, comme ça pour avoir de nouveaux produits. Il faut que l'offre soit en diapason avec la demande. Parce que maintenant, les clients algériens, il a acquis une expérience en visitant les autres pays. Exact. Donc maintenant, il faut qu'on améliore notre offre pour que ça soit quelque chose de très que ce soit pour nos nationaux ou pour les étrangers. Et on a vu qu'il y a vraiment un intérêt tout au long de l'année dans la participation dans les différents salons spécialisés tourisme à l'étranger. On a vu surtout cette dernière année. Notre stand ne désemplissait pas. On avait du monde tout au long, les opérateurs. On a pu voir ça à travers des reportages qui sont passés à la télévision. Ils nous accompagnaient, donc qui voulaient venir, ils cherchaient les nouveaux programmes qu'on proposait et tout. Donc c'est quelque chose de bien. On voit vraiment qu'il y a un intérêt. Maintenant, pour la saison saharienne, cette nouvelle saison, bien sûr, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été établis pour le nettoiement des sites. C'est ça, justement. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause et j'imagine que même dans le tourisme, il y a plein de métiers. Il n'y a pas que l'organisateur du circuit, il n'y a pas que... C'est toute une chaîne. Voilà, c'est toute une chaîne justement. Et ce que je vous propose, avant de continuer, de parler justement de ce qui se prépare pour cette saison saharienne, c'est de découvrir le portrait d'un guide touristique du côté du Méliana, très important, qui a un rôle très important aussi. Donc on regarde ce reportage qui a été réalisé par notre collègue et ami Faria Al-Hamdi. On revient juste après. Une journée bien remplie débute pour Shamseddin. Ce matin, il retrouve devant le mausolée Sidi Ahmed Ben Youssef le premier groupe pour une visite. La richesse historique et culturelle de Méliana impose qu'il y ait des guides qui vont, on peut dire, accompagner et assister les visiteurs qui viennent des quatre coins du pays ou bien d'ailleurs de l'étranger même. Donc là, le guide, ici à Méliana, il fait quoi? Et bien là, il accompagne ses visiteurs dans les coins et les recoins de la ville, de la cité. Et ensemble, guide et visiteurs, ils vont, on peut dire, écouter les vieilles pierres qui parlent et qui racontent l'histoire de la ville. Cela fait 5 ans que ce passionné d'histoire travaille pour la ville. À 26 ans, le jeune homme a déjà passé la moitié de sa vie plongé dans des livres d'histoire, un domaine qui le hante depuis ses 14 ans. Je suis passionné par l'histoire, on peut dire, depuis mon très jeune âge, depuis mon enfance. Quand j'étais petit, comment dirais-je, je me suis retrouvé devant une caverne d'Ali Baba, sauf que dans cette caverne, il n'y avait pas de l'or, mais des livres. Des livres, on peut dire, qui parlaient principalement d'histoire. C'est des livres qui appartenaient à mon arrière-grand-père du côté maternel. Et donc là, j'entre dans un monde qui est très vaste et très passionnant. La visite se poursuit à travers les ruelles de Méliana. La bienheureuse est dotée d'une nature généreuse. C'est le jardin botanique de Méliana qui date depuis on peut dire les années 1880-1870. Et là, les visiteurs, justement, quand ils viennent d'Alger ou de Blida, de Koléa ou des quatre coins d'Algérie, ils ont la chance de découvrir des plantes rares telles que le séquoia d'Amérique, telles que le ginkgo biloba, telles que le tilleul, etc. Et aussi, ils ont la chance de découvrir et de voir une œuvre d'art qui est une sculpture du fameux sculpteur français Mathurin Moreau qui date de 1883. Dans la région, les demandes de visite sont toujours nombreuses, car le patrimoine est riche et varié. Dans l'une des principales rues de Méliana, les Yachar al-Amir Abdelkader, qui va du musée, là où on était, jusqu'au marché, là où on va maintenant. Et là, on peut voir, on est dans un tunnel de platanes centenaires. Et on peut voir aussi les anciens bâtisses qui gardent toujours leur cachet. Une ville
qui garde toujours son cachet architectural, ses ruelles, ses marchés aux 1000 senteurs et ses produits du terroir mis en valeur sur les étals finement décorés. Si vous êtes de passage à Miliana, Shamseddine vous guidera et vous fera découvrir les secrets de cette belle ville. Et c'était le portrait de Shamseddine Hadj Ali, qui est guide touristique du côté de la région de Miliana. Ils sont aussi très importants pour que justement ce voyage, ces circuits, c'est-à-dire sont bien scrutés, j'ai envie de dire, par les visiteurs. Dans les mémoires des touristes. Exactement. Surtout les guides sont très importants dans la chaîne de valeur du tourisme. Oui. C'est quelque chose qui est très important d'avoir un guide qui connaît l'histoire, qui va nous expliquer, qui va co-créer les circuits avec les guides locaux. Surtout quand c'est la valeur ajoutée, c'est quand il est de la région. Exact. Et j'imagine que dans chaque région, vous travaillez ou vous faites appel à un guide. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de guides, parce qu'il n'y a pas beaucoup de formation de guides en Algérie. Mais on travaille, moi j'essaie de travailler avec des architectes, des archéologues, des géologues. Et comme ça rajoute de la valeur dans l'histoire, dans le circuit. D'accord. Voilà. Et c'est vrai, on remarque qu'il y a des jeunes qui se lancent parce qu'ils aiment leur région, parce qu'ils aiment leur ville et qui se lancent un petit peu pour faire guide. Et ils s'améliorent, ils se renseignent, ils font appel à des personnes justement. Ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de cycles de formation de guides touristiques, que ce soit guide local ou guide national. Et là où c'est des jeunes qui se présentent, soit il veut être un guide local parce qu'il connaît l'histoire de sa région, donc il est là pour travailler avec les groupes. Et c'est très important, c'est un maillon très important dans la chaîne parce que en racontant l'histoire, ça veut dire même dans les mémoires de ces touristes, ça veut dire que c'est ancré chez eux, surtout quand c'est fait avec passion et tout. Et en plus de ça, ça montre notre générosité, notre tradition. Et tout ça, c'est très important. C'est pour ça que maintenant, il y a tout un travail qui est fait comme ça pour la formation des guides. Au niveau du ministère du tutelle, il y a beaucoup d'agréments de guides qui sont donnés cette dernière période pour pallier justement au manque de guides qu'il y a sur le marché, parce que ça reste un élément très important pour le circuit touristique. Donc, que ce soit pour le sud, que ce soit pour les sites culturels ou à Alger ou à Oran ou n'importe quelle destination, il faut qu'il y ait un guide qui raconte l'histoire du pays pour mieux s'imprégner de notre histoire qui est riche et variée. Tout à fait. Justement, parlant de destination, de sites touristiques, donc tout à l'heure, avant le reportage, on avait commencé justement à parler de la saison saharienne, donc on est en pleine période. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Comment se prépare justement cette saison touristique saharienne? Oui, il y a tout un travail qui a été fait pour cette saison saharienne 2023-2024. Donc, avant la saison, donc, il y a eu des campagnes comme ça de nettoiement des sites touristiques. Et il y a eu la mise en place de nouveaux circuits touristiques, que ce soit au niveau du parc de la Hagar ou du Tassili Nadjer, de nouveaux programmes au niveau de Gardaya, d'El Oued, des différentes régions touristiques, comme ça pour améliorer l'offre et que chacun trouve ce qu'il cherche, parce qu'il y en a qui veulent aller à l'aventure, c'est le bivouac et tout, il y en a qui cherchent des hôtels. Donc on essaye un petit peu d'élaborer des programmes qui répondent aux attentes de chacun, ou des circuits comme ça combinés. Et les maisons d'hôtes, bien sûr, le ministère il a mis en place pour encadrer le logement chez l'habitant, qui constitue aussi, bien sûr, qui pallie bien sûr au manque d'infrastructures, même si ces dernières années on a réceptionné beaucoup de nouveaux infrastructures hôtelières, mais le logement chez l'habitant constitue aussi un
un élément pour... ça augmente un petit peu les capacités d'accueil et c'est authentique. Ça permet de vivre avec la famille, connaître les traditions. Ça dénote de notre générosité aussi. Côtoyer donc, tout ça, côtoyer vraiment et vivre la vie de tous les jours de nos concitoyens. Donc, c'est un élément très, très important. Donc, il y a tout avec les nouvelles agences nouvellement créées aussi qui sont en train de travailler avec les agences du Sud qui connaissent le terrain parce que les agences qui sont au niveau du Nord, même s'ils veulent commercialiser le Sud et tout, mais ils doivent collaborer avec les agences du Sud parce qu'ils connaissent mieux la région et tout. Et ils travaillent ensemble comme ça pour faire de nouveaux circuits et avec les nouvelles lignes aériennes qui sont lancées, que ce soit l'Oued, que ce soit... Parce que Air Algérie, il faut dire qu'elle est en train d'accompagner le secteur ces dernières années. On voit il y a une certaine dynamique qui s'est installée. Donc, ça permet de créer comme ça des programmes de 3, 4 jours, même si on ne peut pas aller sur... Parce qu'avant, c'était circuit 1 semaine, 10 jours, donc c'était un peu difficile. Mais maintenant, on peut aller sur des petits circuits comme ça, de 3, 4 jours, plus courts, qui permet à tous nos concitoyens un long week-end, comme ça, avec les fêtes et tout. Puisqu'on on est à l'approche de la fête de fin d'année, il y a beaucoup de circuits qui sont proposés le week-end, puisque c'est lundi. Donc, il y a beaucoup de circuits comme ça, de 4-5 jours, avec des vols ou avec des bus et tout. Donc, tout ça pour permettre à nos Algériens de connaître et tout, et en même temps accueillir les touristes étrangers. Il y a beaucoup de demandes. Récemment, on a eu la visite d'un syndicat des agences de voyage turques. Il y a eu des Serbes aussi, il y a eu les Bulgares, les Italiens qui sont venus. Donc, on est en train de travailler avec eux avec des programmes de visite. Il y a eu beaucoup de reportages de médias étrangers qui sont venus, qui sont en train de promouvoir notre destination à l'international. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'il y a une dynamique qui s'est installée. C'est pour ça que, encore sur l'effort de tous, nous, on accompagne tout le monde, les agences, les artisans aussi, qui constituent un maillon dans la chaîne. À chaque fois, comme ça, donc, quand on y va dans des événements, que ce soit au niveau national ou international, donc intégrer avec nous les artisans pour faire connaître nos produits qui sont vraiment très authentiques et ancestraux quand même. Donc on essaie comme ça, bien sûr, un savoir-faire qui est très intéressant. Et là, quand on fait même des ateliers vivants pour montrer l'authenticité de notre artisanat. Donc c'est tout un travail qui est fait. Chacun justement a un rôle, j'aimerais dire. Chacun peut apporter l'État il est là pour accompagner. Nous on travaille pour la promotion de la destination, l'image, pour montrer toutes les potentialités qu'on a, parce que c'est vrai que le tourisme saharien, c'est le produit d'appel, c'est le premier produit touristique de l'Algérie, parce qu'avec notre sud qui est immense, et bon, il y a même moi à chaque fois je leur dis, j'y vais à chaque fois, mais à chaque fois je suis ébahie, et à chaque fois on découvre d'autres choses. Dès qu'on change de circuit, on découvre d'autres sites merveilleux. Donc c'est pour ça. Mais il y a quand même, il y a aussi les autres produits, que ce soit les culturels, que ce soit puisque vous parlez de produits culturels, Naïma, ce que je vous propose, c'est de découvrir un autre reportage sur le couteau de Boussaada, et on revient juste après. Voilà. Dans son atelier empreint de chaleur et de métal, Mabrouk commence par allumer le feu pour se lancer dans une danse rythmée par le son du marteau frappant l'acier chaud à blanc. Pour lui, l'artisanat est bien plus qu'une passion. C'est une affaire de famille transmise de génération en génération. Ses mains habiles façonnent des couteaux qui ne sont pas simplement des outils, mais des pièces d'art imprégnées de l'âme de la région. Le couteau de Boussaada était autrefois appelé le Mous al-Arbi. Dans le nord algérien, on l'appelle le Boussaadi. La lame de cette œuvre doit obligatoirement
être en acier. La poignée, quant à elle, on la fabrique à base de cornes de mouton ou de bois. Le tout est enveloppé avec la peau de chèvre qui sera ornée par la suite. L'ornement choisi est le même qu'on trouve dans les bijoux en argent de Boussaada. Le couteau de Boussaada se décline en plusieurs types. Certains modèles sont conçus pour des tâches spécifiques allant des travaux quotidiens ordinaires aux pièces de collection. Il existe beaucoup de types de couteaux de Boussaada. Le plus grand est utilisé dans l'accomplissement du sacrifice du mouton. Celui-là doit être tranchant afin d'éviter de faire souffrir la bête. Le deuxième est caractérisé par sa courbe. Il existe également un autre couteau spécial pour le hijama et la circoncision des enfants. On peut offrir ce couteau en signe de respect et d'estime. Les touristes en prennent toujours comme souvenir de Boussaada. Au-delà de la maîtrise technique dont fait montre Mabrouk, c'est sa passion contagieuse et son engagement à transmettre cet héritage aux jeunes générations qui le distinguent. Cela fait plus d'un mois que je viens apprendre avec Mabrouk. Il faut protéger l'héritage que nos aïeux nous ont laissé. C'est notre devoir. La meilleure des façons pour protéger notre héritage culturel est la formation. La matière première est disponible. Il faut juste savoir inciter les jeunes pour préserver ce savoir-faire ancestral. Ainsi, Boussaada tient sa renommée non seulement de ses couteaux, mais aussi de la passion incandescente de ces artisans qui ont transformé l'acier en un récit intemporel. Voilà un savoir-faire ancestral du côté de Boussaada que partage avec nous cet après-midi Majda Dahmoun. Donc on va revenir, c'est très important aussi, hein, ce volet culturel, j'ai envie de dire artisanal. Oui, oui, absolument. Dans le secteur touristique, c'est un plus. Hein. Le tourisme sans ces petits métiers-là, c'est rien du tout. C'est aller voir, je sais pas, des murs, ou là, des cailloux, ou là, des pierres. Mais si on tombe sur des gens qui vous expliquent comment on fabrique telle ou telle chose, tel ou tel ustensile, eh ben, c'est meilleur. Le tourisme là, il gagne en importance. Tout à fait, exact. Voilà. C'est une valeur ajoutée, j'ai envie de dire. C'est une valeur ajoutée, absolument. Et justement, Ilham, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les destinations que vous proposez, surtout en cette période de fin d'année, ou alors les plus demandées, j'ai envie de dire aussi. Alors, avec notre agence qui est Sakatour, principalement on propose Janet et Taman Rasset. Et après, on a des demandes à la carte, que ce soit Timimoun, Boussaada ou la Gardaya. Tout dépend. Mais principalement, c'est la plus grande demande, c'est Janet et Taman Rasset. D'accord. Et en ce moment. Est-ce que c'est plus les jeunes aujourd'hui aussi qui demandent un petit peu? Non, tout le monde, toutes les tranches d'âge. Les familles aussi, en cette période de vacances scolaires aussi. Voilà, il y a beaucoup de familles qui faire découvrir justement des belles régions. Selon la demande, puisqu'on nous demande, quand c'est des familles, c'est pas la demande beaucoup plus hôtel ou maison d'hôte. Oui. Après, on a des jeunes qui demandent bivouac. Voilà. Et on a nos compatriotes qui sont à l'étranger, toutes les tranches d'âge, qui demandent à découvrir le désert. Vraiment, il y a beaucoup de toutes les tranches d'âge qui sont émerveillées et qui sont heureux de venir en Algérie. D'accord. Voilà. Donc, il est vrai que c'est la meilleure période. Il fait beau le matin, mais froid le soir. Voilà, c'est un secret pour personne. J'imagine que l'art culinaire est aussi un volet important dans ces voyages, dans ces... On parlera de Janet, on va manger tegla. C'est ça, l'aise. Voilà, l'aise. Donc l'art culinaire aussi, c'est des circuits aussi, c'est-à-dire ça fait partie de nos circuits de la découverte culturelle algérienne. Voilà. Donc que ce soit l'artisanat, que ce soit même dans les dialectes, les plats traditionnels de chaque région, parce que tout a une histoire. Et le voyageur, il vient
vient découvrir la vie locale. Il ne vient pas juste pour la nature, mais aussi le contact avec les locaux est très important. Voilà, ils sont beaucoup dans cette recherche du contact du local. Voilà. Très bien. Donc, on va passer. On parlait justement d'artistes, d'artisanat, de savoir-faire, qui est une valeur ajoutée, bien évidemment, dans le tourisme. Et vous êtes artiste peintre. Hein. Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos débuts, comment vous êtes retrouvé C'est une ancienne passion. J'aimais la peinture depuis mon jeune âge. J'aime la peinture et la musique. Et je n'aime pas le sport. D'accord, oui. sport. Oui, ça va, c'est déjà. Vous avez deux passions, c'est déjà. Oui, tout à fait. Donc la peinture, je n'ai pas découvert. Quand j'étais jeune, j'ai fait des dessins, des tableaux, etc. D'accord. Mais ça a pris de l'ampleur à partir du moment où j'étais libre, c'est-à-dire à partir du moment où je suis sorti à la retraite. D'accord. Donc en 2010. Oui. En 2010, j'ai commencé cette fonction-là. J'ai fait. Donc, comme j'étais. Je ne dirais pas obnubilé, j'étais. Comment dirais-je, fasciné par la nature. Oui. Donc, j'aime beaucoup le paysage. D'accord. J'ai commencé par l'impressionnisme. Je me suis beaucoup documenté, j'ai vu beaucoup de films documentaires. Voilà, on peut voir un tableau justement. Oui, ça, vous parlez de nature. C'est les termes de Saïda. Oui. Oui, c'est enfin une sorte de hammam. Saïda, c'est un pays qui regorge d'eau. Oui. Ça paraît pas vrai, mais c'est ça. Une belle région en tout cas. Une belle région, Saïda. oui. Une belle région. Et donc vous avez commencé par l'impressionnisme, oui, par la le paysage, nature, le les paysagisme. paysages. J'ai fait plusieurs collections, j'ai exposé. Maintenant, je suis passé au réalisme. C'est-à-dire, c'est un peu l'impressionnisme et le réalisme, ils sortent un peu du lot parce que en 1887, je crois, il y a l'école de Barbizon qui est sortie en plein air. Ils ont peint la nature. Oui. Et bon, il y a beaucoup de gens à qui ça n'a pas plu parce qu'ils suivaient l'académisme. En peinture, il y a l'académisme qui est un peu sclérosé, un peu. Donc là, on peut voir aussi une autre. Oui, ça c'est Tarit. Tarit, c'est Tarit, oui, Tarit du côté de Sidi comment Béchar. Béchar, oui. Tarit. Ouais. J'aime bien les paysages, donc c'est ce que je fais actuellement. Et ensuite, je suis passé au réalisme, c'est-à-dire. Et donc, si on parlait des techniques déjà la technique, j'ai commencé avec la gouache, la peinture à l'eau. Ensuite, je suis passé à la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, ça permet au pinceau de glisser sur la toile. Oui. C'est quelque chose de merveilleux, surtout si on prépare la toile, parce que la toile, elle doit être préparée avec du zécho, c'est une sorte d'enduit. On fait 3 ou 4 passages. Couches. On la lisse avec du papier vert le plus fin. Ensuite, on peint dessus. Et ça donne de très bons résultats en réalité. Voilà. Et donc là, on peut aussi voir une autre... Oui, là c'est le Sahara. Voilà. Vous aussi, le désert, notre beau sud, j'ai envie de dire, vous inspire. Ça fait partie des collections que j'ai intitulées du Nord au Sahara. C'est-à-dire j'ai pris chaque région, je lui ai donné ça en... Voilà. J'ai fait un tableau ou deux sur la région. Voilà, هذا سميته un thé au Sahara. Voilà, نشوفوا الخيمة, نشوفوا المشوي, c'est ça. Oui, en tout cas, c'est des scènes qu'on connaît bien évidemment, et qui font partie de notre vie. Voilà, de notre de culture aussi. Donc poursuivez, on parlait et vous êtes passé au réalisme. Bon, si l'impressionnisme il donne au peintre la possibilité de peindre la réalité de la nature, le réalisme il donne la possibilité au peintre de peindre la réalité des gens qui y vivent. C'est comme ça qu'on a vu 2 catégories de peintres apparaître. D'accord. Voilà, là aussi on voit c'est la Kabylie, voilà, un village kabyle. Oui. Avec des couleurs. Oui. Beaucoup de vert surtout. Oui, le vert. Donc, ça c'est avant 2000.
Avant les grands incendies. Oui, d'accord. Oui. Donc ça aussi, vous l'avez baptisé mon village, je crois. Mon village, d'accord. Mon village. C'est pas mon village. Hein. Oui, oui, c'est juste... C'est un titre. D'accord. Et donc, vous êtes passé donc, de la nature, vous êtes passé à des choses un petit peu... à thème. Maintenant, je fais des dessins à thème. C'est-à-dire, je prends un thème, comme le dernier thème là, ce sont les batailles qui se sont passées. Voilà, vous inspirez aussi de notre histoire. Voilà, de l'histoire. Voilà, des personnes, on va dire, qui ont marqué un petit peu notre histoire. Voilà. Voilà, vous êtes. Donc j'ai commencé par celle le plus connue, celle de Chéchank, jusqu'à l'OAS. Très bien. D'accord. Très bien. Là, on va aussi à notre. On venait, voilà, on avait pu découvrir une autre toile. Donc, sinon, aujourd'hui, vous avez le temps de peindre, Oui, le temps. Vous êtes à la retraite, je suis vous à la avez retraite, plus de temps à consacrer à cette passion-là. On voit notre tableau. Celui-là, c'est Timimoun. Voilà, c'est ça. C'est Timimoun. On va le remettre. Et voilà. Vous avez été dans le sud. Oui, oui. Plusieurs fois Biskra, plusieurs fois Timimoun. Voilà, une là fois. On le voit. Blabès. Voilà, ce sont les zones les régions que j'ai visitées. D'accord. Et vous avez eu à faire des formations ou à côtoyer en peinture? Oui, en peinture. En peinture, j'ai fait un petit passage à l'école des Beaux-Arts. D'une année. Et ça va, ça vous a... Parce que vous savez, autrefois, il n'y avait pas la possibilité qu'il y a maintenant d'acheter des produits, du matériel. Tout était cher. Comme on ne pouvait pas se payer ce matériel, on a changé. J'ai fait bibliothéconomie, je suis passé au livre. Voilà. D'accord. Et donc, justement, passer par l'école des Beaux-Arts apporte bien évidemment un plus, hein, même si on aime ça, même si on est passionné. Absolument. Bon, les Beaux-Arts, ça m'a permis quand même de m'imprégner des bases de la peinture. Mais ce qui m'a vraiment formé, ce sont mes lectures. Oui, aussi, bien sûr. C'est la lecture j'ai toute une bibliothèque à la maison. Donc, et les voyages, puisque quand vous rendez justement dans cette région, après ça nous inspire, hein, les paysages qu'on voit, les personnes qu'on côtoie sont aussi une source d'inspiration. J'ai fait quelques années avec les gens du film Amazir. Donc on a tourné, je connais un peu l'Algérie de fond en comble. Parce qu'on se déplaçait. Autrefois, le film Amazir n'était pas fixé à Tizi Ouzou. Oui. Donc, à chaque fois, il se passait. Chaque année, D'accord, très bien. Donc, et justement, il y a des artistes chaque région est marquée par des artistes, hein, j'ai envie de dire, qui permet aux touristes de les découvrir. Bien sûr. Il y a des circuits, quand on est dans les circuits, quand il y a des fêtes comme ça, SRM ou dîner et tout, et dans le circuit, on inclut ça comme un point de visite pour parler du peintre, son histoire, comment il a vécu en Algérie, et ses œuvres, où ils sont, dans quel musée on peut les trouver. Comme ça, bien sûr, c'est pour conserver notre histoire et c'est une identité de notre pays. Justement, puisque vous évoquez Tiendine, à Boussaada, il y a un musée, pas le musée, enfin il y a toute une institution concernant Tiendine. Comment on appelle déjà le Hajj Mohamed Dine ou là? En tout cas, il y a un musée qui est consacré. Il est devenu musulman. Donc, Ilham, on va continuer de parler. Donc, aujourd'hui, comment vous vous organisez pour pouvoir satisfaire, j'ai envie de dire, la demande? D'abord à l'écoute. On écoute beaucoup ce que veulent nos clients. Une fois qu'on écoute, en fait, notre métier, 99%, comme je l'ai dit, c'est l'orientation et la sensibilisation. Parce que moi, je suis sensible à tout ce qui est écologique et au respect de l'environnement. Donc, sur ce point, j'essaye d'orienter les gens ou de sensibiliser, par exemple, dans le désert, par rapport à la gestion de l'eau, par rapport au tri et de ne pas jeter de la poubelle. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Qui me concerne. On doit inclure justement ces gestes dans notre quotidien.
Ah, là, il n'y a pas photo. C'est ça, parce que j'essaye de promouvoir beaucoup plus de l'éco-tourisme. Tourisme éco-responsable. La responsabilité d'un consommateur qui est acteur et qui ne vient pas juste consommer et laisser derrière lui des empreintes carbone. Donc voilà, on écoute la demande et une fois, on a des programmes qui sont classiques. Donc on propose les programmes classiques. Après, on a d'autres personnes qui nous demandent spécifiquement, on aimerait bien aller découvrir l'artisanat de certaines régions, on aimerait bien aller dans une maison d'hôtes, tout dépend la demande. Ou le circuit aussi gastronomique, où j'ai eu des étrangers, j'ai eu une étrangère qui était végétarienne, mais qui voulait découvrir notre gastronomie. Et notre gastronomie, il y a plein de viande. Surtout dans le sud. Hein. Ah oui, donc c'était un challenge de négocier avec les gens pour lui préparer des trucs végétariens, mais typiquement algériens. D'accord. Ouais. Vous avez réussi. Oui, il y en a quand même. Oui, c'est vrai que des fois, j'imagine que vous faites face à des demandes entre guillemets, bien sûr, pas évidentes du tout. Hein. Voilà. Mais il faut, Très bien. Après, il faut prévenir surtout le client. Parce que quand le client il est intéressé par exemple par le désert, mais il ne sait pas c'est quoi le bivouac, c'est quoi dormir dans une tente. Donc vendre un produit, il n'y a pas le... Voilà, vendre un produit, il faut que le client soit conscient. Parce que ça ne sert à rien de vendre un produit où il va souffrir. Non, le but, il ne va pas être à l'aise. Voilà. Après, il ne va pas apprécier, il va garder un mauvais souvenir. C'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça que à chaque fois, on insiste auprès des agences de dire les conditions réelles du voyage, avec ce qu'il faut prévoir et tout. Comme ça, le touriste, il est préparé. Donc, quand il vient, il connaît très bien à quoi il s'attend. Donc, il va apprécier. Parce que s'il ne trouve pas quelque chose inconfort, après, il sera dégoûté, il va garder un mauvais souvenir. C'est pas ce qu'on cherche. C'est pour ça qu'il faut... Et maintenant, même au niveau du Sud, on essaye de mettre quelques commodités comme ça pour que ce soit surtout pour le touriste étranger qui est habitué à un certain confort, qu'il puisse le trouver. Parce qu'il y en a qui, c'est dépaysement, mais dépaysement à un certain niveau. Donc il faut veiller à en tout cas, tout est fait pour bien accueillir, bien évidemment, les touristes et surtout pour bien découvrir, j'ai envie de dire, toutes les potentialités de ces belles régions algériennes, du sud algérien. Mina, vous avez eu à faire un voyage dans le sud? Malheureusement, non. Mais c'est prévu. Dommage. Hein. Non, c'est prévu. C'est permis, là. Non, je vais le faire. Je vais le faire, promis. Je le dis chaque année, mais cette fois-ci, promis. Non, je vais le faire. J'ai toujours voulu aller au sud, franchement. Ah oui, la Janet, il faut... je sais. Janet, je me sens un petit peu coupable. Oui. Après, il y a plusieurs suds. Quand on dit le sud algérien... Non, je veux faire tout le sud. Voilà, j'ai prévu de faire vraiment, à chaque fois, de faire une région différente parce que c'est vrai que c'est magnifique. Il y a énormément de choses à voir. Oui, tout à fait. Et moi qui aime le calme, qui aime ce silence. Voilà, le silence, c'est idéal. C'est vrai, le silence. Je crois qu'on va me faire un circuit spécialement pour moi. Une carte, vous noterez silence que vous avez envie de voir. Ilham s'en chargera et je pense que c'est la connexion qu'il y a au sud, le silence, il sera assuré. Justement, on a besoin de ça. On va aussi justement pour on est complètement déconnecté. Une reconnexion avec la nature. Exactement. En tout cas, Ilham est la bonne personne. Je crois que oui, justement. Quand elle propose des circuits, ça va être le circuit silence. Mot d'ordre, ça sera silence. Notez bien, Ilham. On aura des retours de Mina. Sinon, on va passer à vous, Mina. Oui. Donc, aujourd'hui, dans la rubrique Nostalgie, vous avez décidé de parler de cet artiste peintre palestinien. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? C'est un artiste très intéressant. Et bon, je ne le connaissais pas avant, mais en faisant des recherches, j'ai fait beaucoup de découvertes. Et franchement, c'est une personne juste incroyable. Juste incroyable. Donc, c'est l'artiste peintre Slimane Mansour. Il est né à Birzeit, en Palestine, en 1947. Il a commencé à dessiner très jeune, comme notre invité. Il a commencé donc très très jeune à dessiner. Il était dans un pensionnat. Et c'est là où un tuteur allemand a découvert ses dessins. Et c'est ce tuteur qui a commencé
à le motiver, à l'orienter pour continuer sur cette lancée. Et c'est grâce à lui qu'il a commencé à présenter et à montrer son travail à des concours qui étaient organisés spécialement pour les enfants. Et il a gagné un concours qui était organisé par les Nations Unies avec ses dessins en 1962, donc à l'âge de 15 ans. Et c'est avec ce concours-là qu'il a compris que voilà, je vais être artiste peintre. C'est à partir de là qu'il a... 15 ans, c'est jeune, hein? 15 ans, c'est très très jeune. Donc il a gagné ce concours-là et c'est à partir de là qu'il s'est dit, voilà, je vais être artiste peintre. D'accord. Donc en 1973, c'est en 1973 qu'il devient connu grâce à une peinture à lui, une peinture très très connue. D'ailleurs, c'est une œuvre qui représente un vieux porteur portant Al-Quds sur son dos. Donc je crois qu'on va voir l'image. On va voir du côté de la régie. Hanan, Khalifa, Anissa, allez. Allez, la petite peinture pour montrer un petit peu. Elle est là, merci l'équipe, elle est là. Donc c'est grâce à cette œuvre-là que très belle, ce peintre Slimane Mansour devient connu, donc en 1973. Et il faut savoir que quand l'entité sioniste a commencé à occuper les terres palestiniennes, Slimane Mansour et d'autres artistes ont commencé à lutter à leur manière, en introduisant des symboles qui étaient interdits par l'entité sioniste, en introduisant des symboles dans leur peinture. Et je cite le peintre Slimane Mansour, il disait « Le paysage est une œuvre d'art de nos ancêtres. L'entité sioniste a commencé à planter des cyprès et des pins au lieu de l'olivier. » On sait tous que l'olivier est un des symboles de la Palestine. Et donc, ils ont commencé à planter des pins en fait, pour modifier le paysage palestinien. Donc, de 1987 à 1993, lui et d'autres artistes du mouvement artistique Nouvelle Vision boycottaient les fournitures de l'entité sioniste. Donc, les fournitures des artistes peintres n'étaient plus disponibles. Donc, cet artiste-là, Slimane Mansour, a commencé à peindre avec de la boue et du henné. Donc là, on peut admirer une de ses œuvres, justement. Ils sont au taquet dans la région. Ah oui. C'est parfait. Donc avec de la boue. Hanan, merci. C'est juste parfait. Là. T'es bien synchro, on est bien synchro. Donc comme je le disais, là on voit de la boue et du henné. Du henné. Donc c'est un artiste qui s'adapte. Donc il adapte ses œuvres à la lutte palestinienne et on voit beaucoup dans ses œuvres d'art qu'on va découvrir tout de suite beaucoup de symboles comme l'olivier et d'autres symboles comme l'orange de Shafa, les robes traditionnelles et j'en ai parlé la semaine dernière. Les broderies. Oui. D'accord. Les broderies palestiniennes. Je suis très attentive à ce que vous dites, moi aussi. Voilà. Tu es avec moi à 100%. Donc on découvre ces heures où on voit beaucoup de femmes, il représente beaucoup de femmes avec des robes traditionnelles et de la broderie traditionnelle palestinienne. Et on voit également beaucoup de colombes et le kéfier, également palestinien. Depuis quelques années, il faut savoir que depuis quelques années, ces œuvres sans la cible de l'entité sioniste et même dans certaines expositions, on voit ces œuvres, certaines œuvres confisquées, même lui ne comprend pas pourquoi. Donc ça peut être n'importe quelle œuvre. Donc ils viennent, voilà, ça ne me plaît pas, on enlève de l'exposition. On ne respecte pas, là voilà, on va les robes avec des broderies. Toujours des femmes avec des broderies, il y a toujours un petit symbole, un symbole de lutte, exactement, de lutte palestinienne. Donc l'orange, la broderie, la tenue traditionnelle. Donc quand on lui confisquait ses œuvres, et on lui disait même quoi peindre. Donc on partait chez les artistes. On lui imposait des thèmes, voilà, vous allez peindre des fleurs, des paysages, point. Si vous ne voulez pas qu'on vous confisque vos œuvres.
Donc, même dans la créativité, on met des freins. On essaie d'étouffer un petit peu. Le but, c'était d'étouffer l'activisme. Exactement, le but, c'était d'étouffer l'activisme palestinien. Et ce qu'il disait, quand on lui confisquait ses œuvres, il disait, je le cite, « Tout ce qui a mis l'entité sioniste en colère est plus tard devenu un symbole ». Là, on parle du kéfier, du drapeau palestinien également, et bien d'autres symboles. Au fil des années, il a acquis une certaine notoriété internationale. En 2019, il reçoit un prix de l'UNESCO pour la culture arabe, donc en 2019, et le prix de la Palestine pour les arts visuels, ça c'était en 1998. Donc aujourd'hui, Slimane Mansour continue toujours à peindre et à publier ses œuvres. Donc si vous êtes intéressé par cet artiste, vous pouvez toujours le suivre sur les réseaux. Il publie toujours ses œuvres qui sont plein de couleurs. On l'a vu, il y a énormément de couleurs, des œuvres juste magnifiques, et il consacre maintenant son temps à aider de jeunes artistes palestiniens. Il essaie de les guider, de les former. Oui, c'est franchement, j'ai envie de lui dire, exactement, bravo à lui. Et il faut savoir que c'est l'un des grands noms de la peinture contemporaine palestinienne, et il organise, ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément d'expositions de Slimane Mansour à travers le monde. Donc ça peut être en Norvège, à New York ou encore au Caire, et on peut retrouver ces tableaux dans les plus grands musées du monde. Donc allez-y, admirez des tableaux juste magnifiques, des tableaux qui ont un sens juste énorme. On ne voit pas juste une femme avec des oranges, non, c'est tout un symbole. C'est c'est le symbole de la lutte palestinienne. Très bien, oui, tout à fait. C'est de la peinture engagée. Oui, exactement, de la peinture engagée. Il lutte engagée à sa façon. On se rappelle également, si vous permettez, le peintre espagnol, comment il a donc en tout cas de la peinture. Et en tout cas, Mina, merci. Pour ce partage, un beau voyage. Un beau voyage, vraiment. Ilham, quels sont aujourd'hui vos projets? J'imagine que vous en avez plein, puisque vous vous êtes lancé il n'y a pas longtemps, donc aujourd'hui... Elle en a déjà un. Voilà, déjà, un circuit silence, où le mot d'ordre est silence. Bon, ça y est, on le sait. Le projet, c'est de continuer à promouvoir l'Algérie, la beauté de l'Algérie, et aussi de continuer à sensibiliser nos chers compatriotes, les voyageurs, à un respect pour garder cette culture, pour garder notre environnement, préserver aussi. Et aussi sensibiliser les locaux à cette richesse qu'ils ont entre les mains. C'est eux les protecteurs de leur région, c'est eux les protecteurs de leur culture. Et voilà, c'est un travail qu'on fait tous ensemble, en collaboration. Très bien. Naïma Hadjam, qu'est-ce qu'on peut dire cet après-midi avant de finir l'émission pour les gens justement qui veulent venir découvrir les richesses, les potentialités du sud, notre sud algérien? Oui, je leur dis qu'ils sont les bienvenus, que c'est un pays qui est riche et varié. La destination Algérie, elle regorge de tels potentiel énorme de produits touristiques. Donc chacun, je crois qu'il va trouver le produit qui l'intéresse le plus. On essaye maintenant de lancer aussi de nouveaux produits, un circuit historique pour connaître l'histoire de notre guerre de libération qui est vraiment très riche. Il y a aussi des circuits religieux pour tout ce qui est les zaouïas et tout, le circuit culturel, le circuit saharien. Donc il y a une réelle diversité. Donc on invite nos nationaux, nos compatriotes installés à l'étranger et aussi les touristes étrangers à venir découvrir notre pays et notre richesse. Et on sera ravis de les accueillir, de les recevoir. En tout cas, tout est fait pour qu'il y ait un accueil irréprochable, n'est-ce pas? Très bien. Mina? Écoute, très contente. Oui, on se retrouvera mercredi prochain, j'espère, Inch'Allah. Exactement. À chaque fois, j'aime avoir l'effet de surprise. La surprise, voilà, toujours. Et puis, je vais finir par M. Ahmed Seradouni. Oui. Alors, un mot de fin peut-être? Oui, continuer à peindre tout ce qui est culturel, tout ce qui est beau.
voilà, c'est continuer dans ma passion. Oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, merci. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous cet après-midi. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à revenir nous voir. Des expositions de prévues? Pas encore. Mais vous en avez eu quand même pas mal. Cette année, j'en ai eu, oui. J'en ai fait 3 ou 4. Et justement, ça vous fait quoi d'aller à la rencontre du public, de mettre en... C'est toujours un plaisir renouvelé, hein. C'est ça. Particulièrement quand on vend des toiles. Parce que c'était la dernière fois que j'ai exposé, j'ai vendu 4 ou 5 toiles. Donc voilà, ça m'a fait s'appeler, voilà, ça met en valeur votre travail, bien sûr. Très bien. Écoutez, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, Mina. Merci beaucoup. On se retrouvera mercredi prochain avec grand plaisir. Ilham Bouadjimi, merci à vous. Ça va pour une première? Oui, ça va. Satisfaite? En tout cas, nous aussi, vous êtes adorables. Et puis, n'hésitez pas à revenir nous voir pour nous parler des nouveautés que vous proposez, toujours dans le domaine touristique. Et je vais finir par Naïma Hidjam. Merci. Merci. Vous êtes une habituée. Merci et bravo, bien sûr, pour tout ce que vous faites. Merci. Pour justement... On vous remercie parce que nous, on travaille avec la télé et la radio, bien sûr. C'est pour la mise en valeur de notre pays, pour la faire connaître et pour mettre en place une image de marque de notre pays. Tout à fait. On travaille toujours en collaboration. Promotion de la destination. De la destination Algérie. Merci à tous et merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, on vous souhaite une très belle et heureuse année 2024. Saha ou lehna, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et à très vite. Au revoir.